Merci, Brahim, merci à José pour ce qui est de la présentation. Je vais d'abord en fait revenir sur la genèse du numéro, la raison qui nous a poussé à vouloir proposer ce numéro spécial et après en venir au numéro en tant que tel en fait. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an ou deux, il y avait un numéro spécial qui portait sur l'Afrique. Et ce numéro spécial-là est paru dans une autre revue. Et à la lecture des articles, euh, on était très mitigé en réalité. On était très mitigé parce qu'on se rendait compte que quelque part, les éléments qui sont mis en avant sont plutôt très folklorisés et on s'était demandé en fait est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et l'une des premières réactions, il nous a été proposé de réagir en fait, de répondre aux articles. Et puis après, on s'était dit que non, ce n'est peut-être pas ainsi qu'il fallait procéder et qu'il faut porter un projet et qu'il y a des revues qui sont beaucoup plus ouvertes par rapport à la façon de faire de la recherche, par rapport aux thématiques qui sont évoquées et qu'il fallait peut-être voir avec de telles revues-là s'il y a la possibilité justement de faire quelque chose. Donc, c'est ainsi qu'on a pensé à la LPME en se disant qu'en fait, c'est une revue qui est ancienne, certes, qui reçoit des articles et qui publie des articles d'un certain niveau, mais qui est très ouverte par rapport justement aux thématiques qui sont abordées, aux méthodologies qui sont aussi utilisées. Et donc, en fait, on a fait cette proposition qui a été acceptée. Et donc, voilà comment on en est arrivé à justement proposer cet appel-là par rapport à ce numéro spécial. Maintenant, pour revenir à l'appel en tant que tel, je pense que en lisant, on se rend compte qu'en fait, justement par rapport au fait que la revue permet à ce qu'on touche à des thématiques qui sont souvent transversales, interdisciplinaires et qu'elle est très ouverte, on a voulu justement permettre à ce que l'audace, que ce soit par rapport aux thématiques qui sont abordées, mais aussi par rapport aux méthodologies qui vont être mise en œuvre pour justement faire de la recherche, que ce soit quelque chose qui, nous, à notre niveau, va être encouragé. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on s'était dit que non seulement il faut aller dans le sens des imaginaires, mais il faudra aussi qu'on accepte que les imaginaires, ce ne sont pas seulement les imaginaires, en fait, qui peuvent être documentés par des chercheurs qui vivent, qui travaillent en Afrique sur des choses qui sont exclusivement en Afrique, mais aussi, en fait, ça peut être une occasion de permettre la fertilisation avec des personnes qui peuvent être confrontées à des situations à l'étranger, mais qui ont un lien avec l'Afrique et qui, dans leur pratique quotidienne, dans leur initiative entrepreneuriale, justement, ont des choses à nous dire, ont des choses à dire aux chercheurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, le 2 est sur l'Afrique, comme on le disait, est très important. Ce n'est pas que des choses qui se passent en Afrique, ce sont aussi des choses en réalité qui ont des liens avec l'Afrique, mais qui peuvent se produire, qui peuvent se passer dans votre région du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, l'un des points qu'on met en avant, c'est aussi l'apport de la diaspora par rapport à cette construction ou cette déconstruction et reconstruction des imaginaires. La diaspora, quel soit en fait ce qu'on a appelé la diaspora entrepreneuriale ou l'entrepreneuriat diasporique, c'est-à-dire qu'en fait, des Africains d'origine qui vivent soit dans d'autres pays hors de l'Afrique et qui ont des initiatives entrepreneuriales qu'ils vont développer dans leur pays d'accueil et peut-être où on peut trouver un lien avec l'Afrique ou aussi en fait toujours ces mêmes personnes qui vivent en dehors de l'Afrique mais qui ont développé des initiatives entrepreneuriales en Afrique et maintenant qui viennent avec des apports nouveaux et on cherche à encourager les chercheurs à se questionner sur justement quels imaginaires sont construits, de quelle façon c'est construit, quel est le processus
qui aboutit à ce qu'en fait, justement, qu'il y ait cette déconstruction et reconstruction des imaginaires. Et donc, ça, c'est un aspect qu'on veut mettre en avant. Et surtout aussi, l'autre chose, c'est que on se disait qu'il ne faut pas aussi qu'on considère qu'il n'y a que les chercheurs qui vivent en Afrique. Parce que c'est vrai qu'il y a des pratiques, qu'il y a des entrepreneurs qui sont africains, qui vivent à l'étranger, mais il faut aussi qu'on encourage des personnes qui ne vivent pas forcément en Afrique, qui ne font pas leur recherche en Afrique, qui vivent justement dans des pays hors d'Afrique et qui ont un regard qui peut être peut-être beaucoup plus avisé par rapport à certaines situations, parce que justement, ces personnes-là sont à cheval entre, entre le continent africain et d'autres cieux. Et donc, ils et elles ont probablement des choses à dire que les personnes qui vivent en Afrique peut-être auraient du mal à saisir et à percevoir. Donc, ça, c'est par rapport à cette question de, OK, la diaspora et les diasporas, les diasporas, qu'elles soient donc des entrepreneurs ou que ce soit des chercheurs, justement. Et l'autre chose aussi par rapport à ces éléments, c'est de considérer qu'en fait, tout à l'heure, je parlais de la folklorisation. Et souvent, en fait, on a du mal à voir. Il y a beaucoup de mythes qui sont construits autour des entrepreneurs. Et souvent, on a tendance à soit calquer les pratiques des entrepreneurs africains, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, sur des choses qui ont déjà été documentées sur d'autres cieux. Et souvent, avec des comparaisons qui ne viennent pas sans aller interroger fondamentalement en fait des substrats qui peuvent être sociologiques, qui peuvent être autres par rapport anthropologiques et autres, par rapport justement à l'action qui est mise en œuvre par ces entrepreneurs-là. Donc, en fait, tout ce qui est héroïsation et les aspects par rapport au mythe des entrepreneurs, on a du mal souvent à saisir la quintessence de leur réalité parce que justement, ça se fait juste par comparaison et on n'essaie pas de tirer des substances qui sont vraiment peut-être beaucoup plus significatives quand on leur prend dans leur complexité. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'on encourage les uns et les autres à mettre en avant. Et de l'autre côté aussi, c'était l'idée de voir les nouvelles pratiques justement qui émergent, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, mais aussi souvent par rapport à la manière d'enseigner. Et justement, à ce niveau aussi, il y a peut-être des personnes qui sont sur le continent et qui cherchent de nouvelles façons d'enseigner et qui ont un regard sur la façon dont cet enseignement se déroule là. Mais il y a aussi d'autres qui sont justement à cheval entre le continent africain et d'autres cieux qui peut-être ont une expérience de l'enseignement en matière d'entrepreneuriat en Afrique et ailleurs, et justement qui peuvent avoir là aussi des leçons à tirer sur justement comment ils arrivent à peut-être concilier les différences qu'il y a, les difficultés qu'il y a peut-être d'appliquer certaines, d'enseigner, de transmettre certaines connaissances quand c'est en Afrique, et comment ils arrivent justement à faire tout cela. Donc voilà, globalement par rapport au contenu, c'est qu'on aimerait mettre en avant en disant qu'on est très ouvert. Maintenant, je disais aussi, c'est l'un des éléments forts qu'on veut mettre en avant, c'est aussi les méthodologies. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que nous nous étions rendus compte qu'en réalité, quand on reste limité dans certains caractères méthodologiques, en sciences de gestion, en entrepreneuriat, il y a des éléments justement qui sont très subtils et qui sont difficiles à pouvoir documenter et à pouvoir mettre en avant dans un article de recherche. Et on cherche justement à permettre à ce que des personnes se donnent la liberté de s'écarter de ces cadres-là et de peut-être utiliser des méthodologies qui sont très, peut-être, je ne dirais pas nouvelles, mais novatrices, qui permettent justement d'aller au-delà des éléments qui peuvent être saisis avec nos méthodologies classiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, on est aussi, par rapport à cette question-là, très ouvert sur le plan méthodologique. Donc, voilà globalement ce que je pourrais dire, peut-être remettre la parole
Ibrahim, s'il a des ajouts à faire. Merci, Biliaminou, pour cette présentation qui revient sur tous les éléments. Vous êtes déjà revenu sur la genèse du projet. Effectivement, nous avons voulu, à travers ce projet, donner une possibilité à tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat en Afrique de pouvoir aborder des thématiques aussi larges que diverses et ne pas seulement se limiter à des sujets sur l'entrepreneuriat féminin, sur l'entrepreneuriat à la sauvette, sur l'entrepreneuriat de subsistance. Aujourd'hui, c'est aussi ça l'entrepreneuriat en Afrique, mais c'est également des projets plus ambitieux. Aujourd'hui, nous assistons à une reconfiguration de l'écosystème entrepreneurial avec l'État qui joue un rôle de pivot à côté de plusieurs autres acteurs qui arrivent à générer des ressources assez importantes pour accompagner les institutions. Dans pratiquement tous les pays d'Afrique, on a des instruments qui sont mis en place dans ce sens. La question est de questionner la pertinence de ces institutions, leur capacité à promouvoir un entrepreneuriat efficace et facteur de développement. C'est aussi de réfléchir sur les interactions entre les différents acteurs. Biliaminou est aussi revenu sur l'importance de ne pas regarder l'entrepreneuriat que sous l'angle intramuros de l'Afrique, mais aussi réfléchir à la possibilité de la diaspora entrepreneuriale ou de l'entrepreneuriat diasporique, comme on l'a appelé dans le texte, qui vise à réfléchir sur les dynamiques de flux qui existent entre la diaspora et ceux qui sont restés dans le continent et comment les modèles peuvent s'interpréter. Là aussi, c'est un élément important pour nous dans la présentation de ce numéro. Sur les pratiques émergentes, nous avons souhaité également ouvrir des pistes, mais ce sont des pistes qui ne sont pas exclusives, ouvrir des pistes autour de l'entrepreneuriat numérique. Aujourd'hui, nous notons en Afrique un boom de start-up dans le domaine du numérique qui occupe une place prépondérante avec des levées de fonds. On parle même de licorne dans le contexte africain. Donc, si on arrive à ce niveau-là, il devient important de pouvoir aborder ces questions-là de manière assez importante. Dans le domaine de l'agriculture, dans un contexte où on parle de l'autosuffisance alimentaire en Afrique, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles les auteurs pourraient revenir, de même que sur l'industrie culturelle et des arts créatifs. Là aussi, nous avons voulu attirer l'attention des chercheurs sur des possibilités de proposer des papiers. Et nous avons fini en insistant sur l'importance de repenser l'enseignement de l'entrepreneuriat, le système d'accompagnement de l'entrepreneuriat, le rôle des facilitateurs, autant d'éléments qui aujourd'hui sont élaborés selon des logiques importées. Est-ce que c'est en cohérence avec les réalités locales? Là aussi, notre ambition est de proposer aux chercheurs de questionner ces différents instruments pour pouvoir porter une dynamique entrepreneuriale en phase avec des réalités qui seraient celles de l'Afrique. C'est pour ça qu'on a osé parler dans le texte de notre volonté de dépasser, en fait, d'avoir une rupture paradigmatique dans la manière de voir l'Afrique sous l'angle de l'extériorité. Donc, l'objectif, c'est de voir l'entrepreneuriat africain du point de vue de l'Afrique et partant de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous souhaitons avoir des contributions qui aient cette ambition, qui aient cette volonté de faire des ruptures sur le plan de l'approche théorique. Nous invitons les uns les autres à ne pas hésiter à aller chercher des références théoriques dans les différents domaines des sciences sociales, au-delà même des sciences sociales. Nous invitons également à porter des approches méthodologiques singulières, tout en les explicitant, bien sûr, tout en étant en conformité avec les règles de la revue, c'est important. Mais l'idée aussi, c'est de vous permettre à ceux qui seront intéressés de pouvoir investir sur des méthodologies qui soient assez spécifiques et qui permettent d'aller en profondeur sur les sujets que nous avons proposés.
Donc, c'est pour ça qu'on parle d'audace, qu'on parle de rupture paradigmatique, qu'on parle de tentative d'aller au-delà de ce qui est attendu fondamentalement. Donc, voilà un peu, pour ne pas être plus long que cela, je pense que le temps qui nous avait été imparti est de 20 minutes, ce que nous souhaitons. Mais à travers les échanges, les discussions, je pense que nous pourrons revenir de manière beaucoup plus précise sur les préoccupations des uns et des autres. Merci José, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je redonne la parole à José. Merci. Merci Birahim et Biliaminou. Je pense que c'est un numéro évidemment qui s'annonce extrêmement intéressant par l'ampleur et la diversité des thèmes, ce qui va être un défi aussi à relever pour les organisateurs pour pouvoir sélectionner des papiers. Alors moi, peut-être, je me permettrais simplement un retour sur le processus. Donc, évidemment, ça intéresse tout le monde. Comment se passe une fois qu'on a fait une annonce d'un numéro spécial? Vous avez un agenda qui a été présenté dans l'appel à contribution où on demande une intention de 1000 mots pour le 30 septembre. Ensuite, bon, il y a une présentation il y a des présentations qui peuvent être faites lors du colloque, mais les gens qui vont vouloir soumettre à la revue n'ont pas l'obligation de présenter lors du colloque. Ce sont deux événements séparés. Et ensuite, il y a les textes complets à présenter le 15 mars. En fait, le caractère, bon, c'est la revue internationale PME est une revue savante qui a un processus de sélection et de diffusion très rigoureux. Donc, pour vous, c'est important de savoir que lorsque un texte est soumis, il y a d'abord une première lecture qui est faite du texte pour s'assurer de son originalité et de son intégrité, ce qu'on appelle la détection de plagiat. Une fois que cette étape-là est passée, et en fait, peut-être je reviens là-dessus, on en a de moins en moins, heureusement. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait la détection de plagiat et on a une tolérance zéro sur la détection. Donc, lorsqu'on constate des manques importants à l'éthique et au respect des droits d'auteur, des textes sont rejetés et il peut y avoir des sanctions. Bon, cela dit, pour aller un peu plus positivement, une fois que le texte est accepté, il est ensuite soumis au comité ici. Donc, les 4 personnes qui vont créer un comité de première évaluation pour voir si le texte répond aux grandes lignes, aux objectifs du numéro spécial. Est-ce qu'il rentre à l'intérieur de cette discussion-là que les rédacteurs invités souhaitent avoir avec la communauté? Et ça, c'est important. Peut-être qu'on ne se rappelle pas toujours que du fait que lorsqu'on écrit un article scientifique, on rentre en conversation avec la communauté scientifique. Donc ici, la conversation, elle n'est pas tout azimut, elle est concentrée sur un domaine particulier qui est l'entrepreneuriat PME Afrique. Okay? Donc, il faut s'insérer à l'intérieur de cette conversation-là. Ce sera le premier élément d'évaluation que vont porter les rédacteurs invités. S'ils considèrent maintenant que le texte répond bien aux critères et que dans les grandes lignes, on semble avoir une contribution pertinente au développement des connaissances, à ce moment-là, le texte est envoyé à 3 évaluateurs anonymes. Donc, on a un processus qu'on appelle un processus en double aveugle où l'auteur ne sait pas qui va évaluer son texte et l'évaluateur ne sait pas qui a écrit le texte. Donc, ce qui permet de protéger l'objectivité des évaluations. Donc, lorsque tous les rapports sont rentrés, à ce moment-là, Birahim et son équipe vont prendre une décision qui peut être le rejet, l'acceptation conditionnelle. Donc, l'acceptation conditionnelle, c'est qu'on considère que l'auteur a encore du travail à faire pour rendre son article vraiment, vraiment dans les normes, selon les normes de publication dans la revue PME. Et on peut aller jusqu'à 2 tours de révision. Et ce qui est important, justement, c'est qu'à ce moment-là, l'auteur est vraiment en conversation avec les rédacteurs et les évaluateurs. Donc, s'il est invité à soumettre une version révisée, il va devoir indiquer comment il a révisé son texte et en quoi il a répondu aux commentaires des évaluateurs. Donc, cet aspect de conversation-là, il ne faut jamais l'oublier parce que ça facilite énormément le travail et ça accélère aussi l'acceptation des textes et la production de la version finale qui sera finalement publiée dans la revue.
Donc, les critères pour retenir un article pour la revue PME, le premier critère, évidemment, c'est la production de connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on apporte au champ de connaissances de nouveau? Et pour être capable de faire d'arriver à bien montrer notre rapport aux connaissances, le premier critère, c'est d'avoir fait une recension exhaustive de la littérature. C'est une lacune qu'on retrouve. Je me permets en même temps de vous faire un peu un compte-rendu de mon expérience à la direction de la revue. Donc, effectivement, certains auteurs ont la difficulté à mettre en valeur leurs connaissances parce que leur recension de littérature n'est pas complète. Elle n'est pas non plus bien menée, de sorte que c'est difficile pour eux de bien mettre en valeur ce qu'ils apportent de nouveau. Bon, évidemment, ce n'est pas aux évaluateurs à faire ce travail-là, c'est à l'auteur. Donc, la production de connaissances est l'élément le plus important à retenir pour l'acceptation d'un papier. On va retrouver également la richesse de la discussion, donc l'avant-dernière partie d'un article. Et je vous invite à consulter la revue PME justement pour voir un peu les façons de présenter et les retombées aussi. Donc, là, des retombées théoriques, il y a des retombées managériales également. Donc, on est une revue de gestion. Donc, on a des retombées managériales. Ça peut être pour les pouvoirs publics, ça peut être pour les entrepreneurs, ça peut être pour les enseignants. Donc, au-delà du monde scientifique, le monde des praticiens s'intéresse aussi à l'évolution des connaissances qui concernent les PME et l'entrepreneuriat. Dernier élément peut-être sur Biliamino en a parlé brièvement tout à l'heure, ce sont les approches méthodologiques. La revue PME est ouverte sur tous les types d'études. Donc, ça peut être une étude quantitative, ça peut être une étude qualitative, ça peut être une démarche par entretien, une démarche par récit de vie. Il y a différentes approches dans le qualitatif qu'on retrouve beaucoup dans la revue. Donc, il n'y a pas de domination comme telle. On peut, à l'occasion, voir un peu plus dans certains domaines d'études qualitatives, mais il n'y a pas de position. La revue, elle est totalement neutre sur la diversité des approches. Ce qui est important, c'est la cohérence entre l'approche méthodologique privilégiée et l'état des connaissances et la question de recherche. Donc, s'il y a une cohérence entre ces éléments-là, peu importe la méthodologie utilisée, évidemment, on va s'intéresser aux résultats. Et la rigueur dans la discussion, dans la présentation du texte. Donc, Birahim, je vous redonne la parole. Je pense que s'il y a des questions, en fait, on va vouloir y répondre. Merci, José. Je vois Angélique Ngahaba qui est connectée. Je pense que si elle veut peut-être apporter des compléments avant qu'on ouvre la parole aux différentes personnes qui sont connectées. Angélique, si vous m'entendez. Oui, bonjour Birahim, je t'entends très bien. Donc, j'en profite pour saluer l'ensemble des participants. Saluer également José pour le travail déjà effectué. Et simplement, bon, j'ai pas grand-chose à dire parce que tout a été dit de façon claire, hein. Les orientations du numéro ont bien été présentées. José est revenu sur les aspects de forme liés aux articles pour la revue. Donc, pour moi, ça va. Maintenant, peut-être laisser aux participants de poser leurs questions et volontiers. Donc, voilà, je participerai aux réponses. Merci Angélique. Donc, la parole à vous. N'hésitez surtout pas. De questions relativement à l'esprit et à la thématique de ce numéro, mais aussi, je pense, par rapport aux critères de la RIPM sur lesquels José est revenu tout à l'heure. Donc, nous sommes à votre écoute pour essayer de répondre à vos différentes questions. Je ne sais pas si on a un mécanisme qui permet de voir si les gens lèvent la main ou par quelle approche. Personnellement, je ne suis pas très habitué à utiliser Zoom, je suis plutôt Teams. Je vois Demba Diop qui a levé la main. Oui, M. Diop. Votre micro. Merci énormément pour cette réunion en ligne. Moi, je m'appelle Demba Diop, je suis inspecteur du travail et de la sécurité sociale.
J'ai une longue expérience en administration du travail au Sénégal. J'ai exercé dans le ministère en charge des questions d'emploi et ce pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis aussi dans la coopération au développement, mais je suis retourné à l'université pour soutenir un doctorat de sociologie, mais sur le travail. Tout dernièrement, on m'a un peu motivé à écrire parce que c'est mon domaine caché. Et j'ai pu produire un premier article sur la réforme de l'enseignement supérieur au Sénégal et l'insertion professionnelle des diplômés. Ça, c'était un article que j'ai eu à partager dans le cadre d'un colloque au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cours de publication. Quand j'ai vu la thématique, ça m'a carrément intéressé. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je suis en réflexion. J'essaie de voir techniquement quelles sont les orientations. Je pense que c'est bien présenté. Maintenant, sur les exigences, je ne sais pas. Nous, d'habitude, on écrit sur la base des exigences du CAMES. Je voudrais savoir s'il y a des orientations supplémentaires à votre niveau ou des différences sur la méthodologie de l'écriture. Mais sur le reste, je pense que c'est une revue qui vient à son heure parce qu'aujourd'hui, les autorités publiques au niveau national ont plus ou moins démissionné sur les questions d'emploi et on pousse les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat comme unique voie de salut. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais je pense qu'il y a quelque chose à écrire à ce niveau. Mais je voulais juste revenir sur les questions de méthodologie parce que je compte bien pour proposer quelque chose quand même. Merci. Merci, M. Diop, pour cette question. José, je pense que tu peux répondre parce que je pense que la question est beaucoup plus orientée sur les critères de la revue. On pourra compléter par la suite avec Angélique et Biliaminou, mais si vous voulez réagir d'abord. En fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'approche méthodologique privilégiée. Là, il parlait du CAMES, donc je ne connais pas les règles du CAMES comme telles. Donc ça, je vais vous laisser en parler. Mais déjà, d'entrée de jeu, je trouvais extrêmement intéressant justement d'avoir une vision sociologique qui s'intéresserait aux questions d'entrepreneuriat éventuellement. C'est intéressant ce que vous dites, le fait qu'on pousse de plus en plus les jeunes vers l'entrepreneuriat plutôt que d'autres formes de métiers. Et ça aussi, c'est une question qui devrait justement être étudiée. Il n'y a pas que des avantages, vous le soulevez bien, et ça pourrait être une discussion intéressante à prolonger. Birahim? Merci, José. Angélique, tu veux dire quelque chose par rapport à la question de M. Diop ou Biliaminou? Bon, moi, voilà, par rapport aux règles du CAMES, je pense, bon, peut-être là, Birahim, je te laisserai répondre parce que je n'ai pas trop bien compris. Mais par contre, je rejoins le point de vue de José. Hein, c'est sûr qu'un regard sociologique serait vraiment intéressant. Maintenant, bien sûr, allié à la problématique de l'entrepreneuriat. Donc, à voir à travers l'expérience peut-être de M. Diop, ce qu'il pourrait nous offrir hein, comme horizon, perspective. Voilà. Je vais compléter ici. En fait, la revue PME et l'entrepreneuriat, évidemment, ne concerne pas uniquement la gestion. Ce sont tous les domaines qui sont liés au PME et à l'entrepreneuriat. Donc, on retrouve du génie industriel, on retrouve la psychologie. On a des articles qui ont été produits par des psychologues, d'autres, on en a aussi parfois par des gens dans le domaine de la médecine aussi. Donc, c'est pas le domaine comme tel de compétence du chercheur n'est pas en jeu. C'est l'intérêt, c'est l'objet d'étude. Alors, si l'objet d'étude, que sont soit l'entrepreneuriat, PME, ou on peut les confondre dépendant de votre façon de les voir, ces objets-là peuvent étudier d'angles vraiment très, très multiples. Alors, dans ce sens-là, il n'y a pas du tout de fermeture à la sociologie. En fait, pour revenir par rapport à la question sur le CAMES, le CAMES a aujourd'hui mis en place un dispositif de vérification et d'homologation des revues. Et aujourd'hui, c'est exactement les mêmes standards hein, que la revue RIPME, sinon
voilà, il faut avoir un papier qui porte sur un sujet bien réfléchi, bien défini, avoir, comme José le disait, une bonne revue de littérature par rapport à l'angle que vous souhaitez aborder, avoir une méthodologie qui soit clairement présentée, avec surtout insister sur les éléments factuels, ne pas seulement avoir une approche didactique de la méthodologie, mais expliciter suffisamment ce que vous avez fait pour permettre aux évaluateurs de savoir si on peut se fier ou pas à cette démarche qui a été adoptée. Et par la suite, comme ça a été dit, insister sur la discussion, démontrer en quoi votre recherche apporte une connaissance nouvelle, contribue théoriquement et sur le plan managérial. Quand on dit managérial, c'est assez large. Ça peut être à destination des pouvoirs publics, à destination des entrepreneurs, d'autres acteurs qui pourraient être intéressés. Mais dans l'absolu, la structure de l'article répond aux exigences du CAMES et ces exigences du CAMES sont les mêmes que pour la revue. Je réitère l'appel qui a été fait par José tout à l'heure de regarder des articles publiés dans la revue pour avoir une idée de la structure classique de ces articles-là. Ça vous aiderait déjà à retrouver un certain nombre de standards sur lesquels il faudrait se conformer. Merci. Karen Chinou. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour. Oui, c'est parfait. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très, très intéressant. Moi, je suis à moitié dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que je travaille sur l'innovation ouverte et je fais le lien avec la diaspora entrepreneuriale. Donc, comment les entrepreneurs à Montréal sont capables de s'inspirer des pratiques innovantes qui sont faites dans leur pays d'origine dans leur activité entrepreneuriale à Montréal. Et ma question, c'est vraiment lié en fait au processus de sélection des articles. Je suis en train de lire l'agenda et je vois qu'il y aurait un avis d'intention à déposer le 30 septembre 2022. Je me demandais s'il y aurait une première sélection à la suite du dépôt de cet avis d'intention-là. En fait, non, dans l'absolu, on ne sélectionne pas. L'objectif de cette procédure est de permettre un accompagnement à ceux qui désireraient voir plus clair sur le niveau d'adéquation de leur objet et les attentes que nous avons dans le cadre de ce numéro. Donc, c'est vraiment faciliter les échanges et permettre aux différents contributeurs d'y voir clair si l'approche qu'ils ont en ce moment-là est en cohérence avec ce que nous souhaitons dans le cadre de ce numéro. Donc, c'est plus dans une perspective d'accompagnement. Ça n'élimine pas, ça n'accepte pas le papier ou le processus dans ce sens-là. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette question. D'accord. Donc, il y aura excusez-moi, il y aura comme une première rétroaction qui est faite suite à l'envoi du Mémo. Tout à fait. Parfait. Il y aura une rétroaction. Merci. Voilà. Ce qui est important, en fait, vous avez raison de Karen de poser la question parce que cette étape-là n'est pas éliminatoire. Donc, ce qui peut arriver à l'occasion où on a déjà eu des processus où au moment de soumettre l'intention, on pouvait déjà faire une première sélection. Étant donné ici le temps qu'on a pour pouvoir reproduire le numéro, elle n'est pas éliminatoire. Par contre, elle va permettre des réorientations aux besoins pour s'assurer vraiment qu'on répond aux objectifs de ce numéro spécial. Donc, il y aura une rétroaction vers les auteurs. D'autres réactions, d'autres questions, d'autres commentaires? Diallo Amadou Moustapha. Le micro. Oui, bonjour prof, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi c'est Dr Amadou Moustapha Diallo, je suis du laboratoire Serge de Saint-Louis. Alors, j'ai une question par rapport à un article qui est un peu en avance par rapport à la revue, entre guillemets, parce que c'est un article qui a été soumis et présenté au colloque de l'ASG de 2021. Maintenant, dans le programme, donc, il y a une partie
qui est dédié à la présentation de l'article lors du prochain colloque, donc du 13 au 16 décembre de l'ASG. Maintenant, je demandais, s'agissant de cet article qui a été déjà présenté au colloque de l'ASG 2021, est-ce qu'il y a une possibilité ou bien est-ce que ça doit passer forcément encore par une présentation ou bien on peut introduire tout simplement l'intention de communication? Si celle-ci est acceptée, donc voilà, on peut sauter cette étape de représentation encore à l'occasion du colloque. Voilà, merci. Merci, c'est une question intéressante, surtout qui me permet de revenir, et José l'avait déjà fait, mais je vais revenir dessus de manière beaucoup plus claire. En fait, les auteurs ne sont pas obligés de présenter quelque chose à l'ASG de 2022. C'est deux activités totalement différentes. L'ASG nous sert juste de cadre pour représenter le projet et resensibiliser les auteurs qui souhaiteraient participer à ces numéros. Donc, ça n'a aucune incidence sur cela. Donc, vous n'êtes pas obligé de représenter votre papier de 2021 à l'ASG 2022 pour que cela puisse être soumis à la revue en ce moment-là. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement envoyer votre intention de 1000 mots qui ferait aussi le processus par la suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de ce point de vue. Angélique, c'est pas. Merci beaucoup, prof. Si vous avez d'autres éléments à rajouter par rapport à cela. Non, peut-être juste insister sur la démarche. En fait, elle est là pour appuyer, aider les auteurs qui souhaiteraient voilà, suivre ce processus. Il n'est pas obligatoire. La date butoir à retenir, c'est le 15 mars du papier complet. C'est cette date-là qui est fondamentale. Maintenant, tous ceux qui souhaitent avoir un avis peuvent soumettre cette intention. La présence au colloque de la SSG, c'est toujours un plus parce que ça permet de rediscuter autour des thématiques au travers des échanges directs avec les contributeurs. Mais prenez ça vraiment comme un dispositif d'appui ou d'accompagnement. Juste avant de donner la parole, je pense que M. Diallo a terminé. Juste avant de donner la parole à Magatte Fall, j'aimerais peut-être quelque chose qui n'est pas bien compris ou on se pose des questions parfois. Les revues savantes comme la revue PME publient des articles originaux. Donc, ce sont des textes qui n'ont pas été publiés ailleurs. Donc, on parle bien de format écrit. Ils peuvent avoir été présentés dans des conférences, ce qui est le processus tout à fait normal d'amélioration d'un texte dans le sens de conversation que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on rédige un texte, c'est une première réflexion, on le retravaille, ensuite on va le présenter dans une conférence comme la SSG et on reçoit des commentaires, on améliore notre texte et ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de publier, c'est de soumettre à une revue savante un texte qui aurait déjà été publié, donc rendu public dans une revue. Et on le voit parce qu'il y a des revues il y a des revues, ce qu'on appelle en libre accès total, où vous voyez l'acceptation de l'article se fait en 3 jours, par exemple. Donc ça, c'est malheureusement le monde scientifique est un peu soumis à des règles d'organisation prédatrice qu'on appelle, qui vont mettre en ligne très rapidement au bénéfice des auteurs ce qu'ils disent, des articles pour que les auteurs puissent faire progresser leur curriculum vitae. Malheureusement, ce n'est pas reconnu dans les organisations sérieuses, ce type de publication-là, et ça élimine d'office la possibilité de publier dans une revue savante et une revue classée, comme la revue PME. Donc, peut-être je pense que c'est une mise en garde qui est importante quand on connaît plus ou moins bien les procédures. Si vous avez un article qui est accepté en 3 jours dans une revue supposément sérieuse, posez-vous des questions. Moi, je ne connais aucun processus scientifique sérieux qui dure 3 jours. Donc, le processus peut être long parce que c'est un processus de validation, c'est un processus d'enrichissement aussi. Il faut s'y soumettre pour être capable d'avoir un état des connaissances qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on cherche aussi. Donc attention. Vous pouvez présenter un texte dans une conférence comme la SSG et ensuite le soumettre à une revue. C'est permis. OK? Donc, ce n'est pas permis, c'est la publication dans d'autres revues. Merci.
Maguette Fall. Ok. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Maguette Fall. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Mon domaine d'études porte sur les entreprises familiales. Donc, dès que j'ai vu l'annonce, je me suis dit c'est intéressant aussi de voir si je peux écrire un papier là-dessus. Je voulais savoir, donc, je n'ai jamais fait donc, des appels à contribution, donc j'ai soumis des articles, oui, mais je voulais savoir par rapport à l'avis d'intention, est-ce qu'on doit se limiter seulement au design de recherche ou bien donc, on doit extrapoler un petit peu? Donc, ça que je voulais savoir. Pour l'intention, sur les 1000 mots, vous voulez dire? Oui. L'idéal serait qu'on ait les différents éléments du design qui soient représentés dans l'intention pour permettre de voir une certaine cohérence. Maintenant, la contrainte de 1000 mots fait que vous n'avez pas beaucoup de possibilités, donc il faudrait faire le nécessaire pour se conformer à la contrainte de 1000 mots. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? En fait, en attendant d'avoir les réactions qui vont arriver, j'aimerais insister sur ce que José a dit tout à l'heure, qui est tout à fait vrai. On ne peut pas soumettre à une revue savante un article qui a été déjà publié par une revue, on parle des revues prédatrices, mais je pense qu'on ne peut même pas resoumettre un article qui est en processus d'instruction dans une revue. Donc ça, c'est impossible. Si vous avez déjà soumis un article, même si vous voyez que ça correspond parfaitement à ce numéro ou à ce projet de numéro spécial, vous ne pouvez pas, il faut attendre d'avoir une décision ferme de la revue à laquelle vous aviez soumis le papier avant de pouvoir le soumettre. Parce qu'on ne peut pas accepter deux processus qui pourraient aboutir au résultat positif et finalement, on ne sait pas dans quelle revue ce papier serait publié. Donc, si vous n'avez jamais soumis votre papier dans une revue, effectivement, nous vous accueillons volontiers et nous serons très heureux de faire le processus avec vous. Par contre, si vous l'avez déjà soumis à une revue ou que c'est publié par une autre revue, ce serait impossible de pouvoir participer pour l'instant à ce numéro spécial. Par contre, comme José l'a précisé, si vous aviez déjà présenté au colloque de ASG ou à un autre colloque votre papier et que ça a permis d'engager des discussions, des échanges et qu'au final, ça vous permet d'améliorer substantiellement votre papier, le papier est bienvenu. Voilà, je voulais vraiment insister sur ces aspects-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Je vois une question écrite. Il y a Nadia Salmi qui dit « Bonjour tout le monde, merci pour ce riche débat. Je suis doctorante. Ma recherche porte sur migration de retour et entrepreneuriat féminin, études sociologiques. Et je vise à participer par un papier sur l'entrepreneuriat féminin et migration, études intra-africaines, études de cas. » Oui, Nadia, c'est bienvenu. Hein? Je pense que ça va exactement dans le sens de ce qu'on a entendu par diaspora entrepreneuriale ou entrepreneuriat diasporique. Donc, je pense qu'il y a des possibilités de nous proposer des papiers dans ce sens-là. Et nous serons heureux de pouvoir accueillir votre papier. Bonjour également à Rachid Boutan. Est-ce qu'il y a qui ont des questions? Oui. Peut-être avant, par rapport à la question qui, enfin, à ce qui vient d'être dit par Nadia, je pense, quand on parle de diaspora, ce n'est pas que la diaspora africaine qui vit en dehors de l'Afrique. Parce qu'en fait, on sait que les migrations souvent sont plutôt, enfin, les migrations intra-africaines sont beaucoup plus importantes souvent que les migrations vers d'autres continents. Donc, si vous avez, par exemple, je prends un exemple, des Sénégalais qui, après, vivent en Afrique du Sud et vous avez vu justement des choses qui vont développer, ça nous intéresse aussi, en fait. Donc, ce n'est pas que
des Africains qui vivent ou qui séjournent en Europe, en Chine ou en Asie, mais c'est aussi des migrations, des diasporas africaines qui vivent dans notre pays. Donc, je voulais apporter cette précision en fait. Merci Billy Aminou pour cette précision fort utile. Monsieur Rachid Bouta Noura qui nous demande s'il y a des frais de publication. José, je ne pense pas, je n'ai jamais entendu parler de ça, frais de publication. Maintenant, pour le colloque, oui, il y a des montants comme dans tous les colloques pour l'inscription. Je n'ai pas en tête d'ailleurs les montants. Angélique, je ne sais pas si tu peux. Les montants de l'inscription, participation au colloque cette année. Je pense que c'est 50 000 pour les doctorants et 75 000, je pense, pour les professionnels, 50 000 pour les enseignants-chercheurs. Mais bon, on parle en CFA. Voilà. Donc, bon, l'appel ne va pas tarder. Donc, ils auront l'information. L'appel est déjà disponible, mais on pourra donner l'information. Je vais vous donner l'information tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai vu une main levée de la part d'Isaka, il me semble. J'ai retenu le prénom, je suis désolée, pas le nom. Oui, tout à fait. Donc, merci. Donc, je m'appelle Isaka, donc doctorant à l'UQAM. Donc, j'ai une question par rapport aux données. Donc, peut-être que ça a été déjà évoqué. Je m'excuse, j'ai raté la première partie de la présentation. Donc, je voulais juste valider, confirmer qu'est-ce qui est privilégié par la revue en termes de données. Est-ce que c'est plus une recherche, une compréhension ou bien une recherche-action? Est-ce qu'il y a une orientation précise que vous privilégiez ou pas du tout? Merci. Merci pour la question. En fait, je reprécise, non, il n'y a pas d'orientation particulière. Toutes les formes de recherche empirique sont acceptées. En autant, ce qui est important pour nous, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la rigueur et la cohérence entre la méthodologie utilisée ou préconisée et l'état des connaissances et la question de recherche qu'on va vouloir poser. Donc, il n'y a pas de mise en valeur d'une méthode plutôt que d'une autre. Parfait, merci. Pour revenir à la question de Rachid sur les frais de participation au colloque, les tarifs sont fixés à 50 000 pour les enseignants-chercheurs et 30 000 pour les doctorants. Donc, voilà les tarifs pour participer au colloque de l'AEG. Je répète en CFA. 50 000, c'est autour de 76 €. Puis 30 000, c'est, je pense, autour de 46 €, quelque chose comme ça. Voilà les tarifs. Petite question, Birahim, tout se fait en présence? C'est une très bonne question. L'année dernière, nous avions pu faire un bimodal. Il y a des collègues qui étaient à l'étranger qui ont pu présenter leur papier. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise d'offrir cette option, mais c'est probable. Sur les 2 dernières années, on a fait le colloque en mode bimodal. En fait, en 2020 même, on l'a fait totalement en ligne. Il y avait une équipe sur place, mais c'était vraiment en ligne. Mais en 2021, nous l'avons fait en bimodal. Pour 2022, l'option, c'est en présentiel, mais c'est possible éventuellement d'avoir des intervenants qui seraient à distance. C'est vrai que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Abidjan, des collègues m'ont interpellé sur ça en disant qu'ils aimeraient participer, mais ils ne pensent pas pouvoir avoir un financement, parce que ce sont des collègues qui sont venus du Canada et de France, ne pensent pas pouvoir avoir un financement à nouveau pour revenir en Afrique et aimeraient pouvoir présenter en ligne. Donc, je pense que c'est une option sur laquelle on va discuter. C'est une option sur laquelle on va discuter. Merci. Chers collègues, si vous avez d'autres questions. Oui, si je peux dire un mot, Gérard Chouassi. Allez-y, monsieur Chouassi. OK, merci beaucoup. Je suis
M. Chouassi Gérard, Université Yaoundé 2, au Cameroun. Vraiment, félicitations pour ce montage. Déjà pour l'appel, j'ai bien regardé l'appel, j'ai bien lu. J'ai écouté toutes les présentations et aussi les questions qui vous ont été posées. Mais j'ai deux petites préoccupations. Est-ce que l'auteur ou les auteurs qui aimeraient soumettre une contribution au journal, est-ce qu'ils pourraient peut-être entrer en possession des auteurs qui ont servi à la rédaction de l'appel? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une méta-analyse, n'est-ce pas, en regardant la littérature complète sur ce qui a été fait en Afrique, ce qui a été fait hors de l'Afrique sur l'Afrique? Je voudrais savoir si vous avez ça, et ça permettrait peut-être aux futurs auteurs de bien densifier et bien élaborer leurs articles. La deuxième question, peut-être tout à l'heure, je n'ai pas bien compris, est-ce que la présence au colloque conditionne ou bien conditionnera la publication de l'article dans la revue? Merci beaucoup et courage. Merci. Merci. Angélique? Bon, peut-être par rapport à la deuxième question, pour l'évacuer, hein, non. Donc, la présence au colloque ne conditionne pas l'intégration de la contribution dans le numéro. Maintenant, par rapport à la première question sur la méta-analyse, c'est certain qu'en rédigeant l'appel, on a effectué une revue de littérature plus ou moins exhaustive parce qu'il y avait quand même, il est dense l'appel, donc il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées. Donc, on a tenté, dans les contraintes que l'on avait d'écriture, de faire référence à certains travaux qui nous semblaient clés. Mais maintenant, bon, la méta-analyse, non, parce que ça dépendra vraiment de votre orientation, hein, sur quoi vous allez écrire. Et éventuellement, s'il y a des références qu'on a citées ou si dans les intentions, peut-être, on arrive à déceler l'orientation vers laquelle vous allez, il sera peut-être possible de nous écrire pour avoir quelques articles. Ça, je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Chouassi, vous voulez réagir de nouveau? Non, c'est bon, merci beaucoup, c'est bon. Merci. D'autres réactions? Nous avions été gourmands, hein? Nous avons voulu avoir une large palette de temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous donner le maximum d'informations possibles pour permettre aux uns et aux autres de bien préparer leur soumission. Donc, nous sommes encore disponibles parce que théoriquement, on a encore de la marge de temps. Si vous voulez réagir. Maintenant, Angélique et Billy Amino ont été tellement performants qu'ils ont pu tout expliciter. Ah, monsieur Non Koudjé. La docteure Non Koudjé. Oui. Bonsoir, cher responsable de la revue internationale PME. Allô, j'espère que vous me recevez. Parfait. Bien. Tout à fait, oui. OK, merci beaucoup. Et merci pour cette politique que vous menez pour vraiment faire la promotion de la recherche scientifique. J'ai une petite question. C'est pour comprendre un peu, pour aborder dans le sens de M. Gérard. Est-ce que vous avez une base des articles déjà publiés par la revue internationale PME et on pourrait peut-être par KNInfo avoir accès donc à ces publications, anciens articles. C'est un peu ça pour savoir peut-être via le format
sous lequel les articles sont acceptés par cette revue. Donc, c'est un peu ça. Et là, pour jumeler à cette question, je voudrais demander aussi, est-ce que le même auteur ou les mêmes auteurs peuvent soumettre plus d'un article à la revue au moment opportun? Merci beaucoup, cher responsable. Merci pour la question. En fait, si vous regardez justement dans la conversation, Toby Rodrigue, qui nous assiste pour le volet technique, a mis l'adresse, le lien vers la revue PME. Donc, la revue, elle est gratuite, sauf la dernière année où on peut y avoir accès par abonnement. Donc, c'est important, vous avez accès donc à 34 années de publication. On n'a pas de... Ce que le professeur Chouassi parlait, ce que j'ai compris, si on parlait de méta-analyse, nous n'avons pas publié de méta-analyse sur ce qui se passe en Afrique. En fait, il y a des méta-analyses qui ont été publiées, mais sur des thématiques. Donc, des thématiques, par exemple, comme... on a parlé de financement, on a parlé donc dans les numéros spéciaux, on voit souvent des recherches sans que ce soit nécessairement une méta-analyse, mais des analyses de littérature très, très complètes pour orienter aussi les textes futurs. Donc, on n'a pas de méta-analyse pour répondre à votre question. Par contre, vous pouvez, en allant sur le site de Érudit, qui est notre diffuseur, vous pouvez faire une recherche à l'intérieur de la revue sur le mot Afrique, par exemple. Okay? Donc, ça, vous allez avoir tous les articles qui ont été publiés. Par contre, là, je vous mets tout de suite en garde, c'est pas, vous pouvez avoir des articles qui ont été publiés sur l'Afrique et vous ne retrouverez pas le mot Afrique dans le titre ni dans le résumé. Donc, ça, c'est attention, quand on fait des recherches documentaires comme ça avec des mots-clés, il est possible que les auteurs n'aient pas utilisé ces mots-là à l'intérieur des deux sources d'information les plus diffusées, que sont le titre de l'article et le résumé de l'article. On insiste beaucoup d'ailleurs à la revue sur la préparation du titre, la formulation du titre. C'est extrêmement important et on voit parfois un peu de négligence sur la formulation du titre et la précision qu'on y retrouve. Parfois, on utilise des titres un peu métaphoriques, un peu folkloriques, mais ça nuit à la reconnaissance de l'article dans les bases de données. Donc, je pense que c'est important, c'est un message à prendre en considération ici, là. Et même chose pour le résumé. Le résumé d'un article scientifique doit mettre en premier lieu la problématique. Pourquoi on a besoin de traiter un sujet? Ça, c'est la problématique. Qu'est-ce qu'on veut traiter? Ça, c'est la question. Donc, c'est la problématique qui doit être mise en avant. La question, ensuite les résultats. Bon, le résumé quand même court dans certains cas. Alors, on ne peut pas tout mettre, c'est clair, mais on devrait retrouver ça, c'est au minimum les informations que je viens de vous dire dans le résumé. Alors, donc, vous pouvez explorer le contenu de la revue PME sur le site de Érudit et en utilisant les mots-clés, le mot-clé Afrique. Ça vous donne ce qui a été fait, mais pas entièrement, si les auteurs n'ont pas utilisé. Est-ce qu'un auteur peut soumettre plus d'une fois? Absolument. On n'a aucune restriction sur le nombre de soumissions qu'un auteur peut faire. Ce qui est important, nous, c'est pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un processus en double aveugle, c'est vraiment la contribution aux connaissances qui est évaluée, peu importe l'auteur. OK? Donc, à ce moment-là, oui, un auteur peut soumettre plusieurs fois un texte, en autant que ce soit des textes sur des thématiques qui n'auraient pas déjà fait l'objet de publication. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, ça répond. Pour moi, c'est bon. Je suis satisfait. C'est bon. Merci, madame. Merci. Monsieur Crispin Evan-Gogo. Merci pour la parole. Je suis Crispin Gogo. Je suis doctorant à l'UQTR à Trois-Rivières. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et pour cette session d'information. Moi, je n'ai pas particulièrement une question, mais juste un commentaire. Je pense que un tel contexte serait peut-être une occasion pour de collaboration entre chercheurs africains sur les questions d'entrepreneuriat et PME. Et il y a beaucoup d'informations qui sont partagées, mais je n'ai pas entendu peut-être un commentaire sur
l'encouragement des travaux collaboratifs qui réunisserait peut-être des collaborations entre les chercheurs africains du Nord, chercheurs africains d'Afrique subsaharienne, ou encore même entre pays d'Afrique subsaharienne, où on peut avoir des travaux comparatifs sur l'entrepreneuriat et PME, comment ça se fait, comment le phénomène est vécu par les entrepreneurs africains, ou même comment est-ce que les diasporas africaines, mais d'origine différente en Afrique, comment on peut avoir des travaux, peut-être des travaux comparatifs pour voir quels sont les encouragements, quels sont les tenants qui trouvent sur le terrain, ou quelles sont les barrières que la diaspora trouverait dans des pays africains. En fait, pour me résumer, des travaux qui comparent un peu, soit de collaboration entre chercheurs africains dans cette dimension-là. Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou soit un encouragement par rapport à ce contexte de travail. Merci. En fait, moi, j'aimerais dire que vous avez parfaitement raison de poser cette question et c'est fort utile. C'est vrai, parfois, on a l'impression que les collaborations tombent naturellement dans le cadre de nos réseaux, dans le cadre de nos différentes sphères de travail et que c'est comme ça qu'on se trouve les besoins de collaborer. Je ne sais pas, est-ce que dans le contexte de ce numéro, est-ce qu'on peut susciter, favoriser cela? Pourquoi pas? Ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est nous avons la liste des gens qui sont inscrits à cette activité. Pourquoi pas partager pour permettre aux uns et aux autres de éventuellement rentrer en contact parce que la collaboration aussi ne peut pas être décrétée. Il faut que ce soit les gens qui se retrouvent autour d'une idée et qui décident de collaborer. Mais oui, je pense que ce serait une excellente chose que d'avoir des démarches comparatives fruit d'une collaboration entre chercheurs des pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique australe et d'Afrique de l'Ouest ou du centre. Voilà, je pense que ce serait quand même quelque chose de très intéressant. Pourquoi pas aussi avoir des gens de la diaspora qui collaborent avec des acteurs qui sont sur place sur des sujets comme ça. Voilà, je n'ai pas forcément une réponse, mais je pense que c'est une très, très bonne idée. Ce serait bien qu'on puisse le faire. Et on peut, dans le cadre du comité, réfléchir sur la possibilité de partager les informations qu'on a sur les uns et les autres, notamment ceux qui ont manifesté leur intérêt en participant à cette activité, pour voir si des partenariats pourraient naître de cela. Voilà un peu le commentaire que je peux faire. Angélique, Biliamino, José, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Non, peut-être juste compléter, hein, c'est-à-dire même par le biais des intentions, ça permettra aussi de tisser des liens. Et pour revenir à la méta-analyse, je n'avais pas bien compris, je pensais que c'était à nous, s'il me demandait si nous, on avait réalisé la méta-analyse, ce serait l'occasion d'échanger des documents là aussi. Il y a l'accès parfois des bases de données qui posent problème en Afrique subsaharienne pour notamment des doctorants de certaines universités. Donc, effectivement, je pense que cet espace-là serait favorable pour ne serait-ce que l'échange de documents et plus, si possible, au travers de collaborations à venir. Donc, merci pour la proposition. Je trouve ça très intéressant. Si je peux me permettre de rajouter justement à ce qui a été dit, en fait, il y a une tendance quand même dans le monde de la publication scientifique à beaucoup plus d'auteurs par article. Donc, comme vous savez, ceux qui sont dans les universités, vous voyez la pression qui est exercée sur les professeurs pour qu'ils publient. Et avec cette pression-là, il y a toute celle qui est liée à l'enseignement, au service aux collectivités et ainsi de suite. Bref, le métier est quand même pas toujours très, très reposant. Et ce qui fait que c'est tout à fait normal de voir de plus en plus d'articles soumis par 2, 3, 4, même 6, 7 auteurs. Donc, la collaboration, c'est quelque chose qui est vraiment de tendance lourde dans le domaine de la recherche scientifique. Maintenant, je pense que le point de vue de Crispin, ce que Birahim me suggère aussi, c'est comment on l'a fait, cette collaboration-là. Souvent, ça commence avec nos collègues lorsqu'on fait nos études doctorales, avec notre directeur, les gens du labo, mais lorsqu'on revient dans notre pays, c'est là qu'il y a une rupture. Et c'est justement ce qui pourrait peut-être, on pourra trouver des façons de voir, parce que la revue PME est vraiment une
quand même une bonne porte d'entrée en Afrique et on souhaite d'avoir plus de textes d'auteurs africains. Comment on peut les aider si c'est parce qu'on a fait des séminaires quand même, des webinaires. Alors, si on peut voir comment favoriser des collaborations jusqu'à l'écriture d'un article, la production d'un article, je pense que ça pourrait être un sujet de travail vraiment intéressant. Merci pour la question, pour le commentaire, en fait. J'avais vu M. Kokou Afanou qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, alors bonjour chers participants, bonjour tout le monde. Je suis Kokou Afanou, je vous suis depuis Lomé, je suis doctorant à l'Université de Lomé. Je vous remercie pour l'initiative. J'avais une petite question qui a trouvé un peu réponse dans l'intervention de Madame José, c'est pour cela que j'ai baissé la main. Bon, mais je me permets quand même de le dire. Je voudrais savoir s'il y a un nombre maximum d'auteurs acceptés par proposition, par article. C'était juste ma question. Merci beaucoup. En fait, si ça peut vous faire sourire, vous irez googler quelque chose comme nombre d'auteurs par article et vous allez voir un record en biologie, je crois. La liste des auteurs est plus longue que la longueur de l'article. Donc, simplement pour rigoler. Alors, dans certains domaines, c'est très fréquent, dans d'autres, ça l'est moins. En gestion, je dirais que le nombre moyen d'auteurs est entre 2 et 3. Okay? C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans nos textes en gestion. Mais encore ici, il n'y a pas de maximum. Peut-être juste une mise en garde, par contre. Lorsqu'on signe un travail scientifique, et ça, ce sont des règles d'éthique et de déontologie. Lorsqu'on est signataire d'un texte scientifique, on est capable de défendre ce texte-là devant n'importe qui. Donc, une tendance, malheureusement, ça vient finalement avec les comportements malveillants qu'on voit, c'est on a une tendance à voir des auteurs, des équipes où les auteurs vont jouer un peu à la chaise musicale. Donc, dans une équipe de 5 auteurs, chaque auteur va être premier auteur à un moment donné et ensuite, ça va circuler sans qu'il ait travaillé sur l'article. Ce sont des règles qu'on proscrit parce que ce n'est pas un comportement éthique. Donc, tous les auteurs qui vont signer un article doivent avoir une contribution intellectuelle à l'article. Et ça, c'est important. Quand je parle de contribution intellectuelle, on prend de la distance à ce moment-là d'une contribution financière, par exemple. Donc, quelqu'un, par son laboratoire, qui aurait pu financer l'achat d'une base de données, qui le rend disponible à ses doctorants ou à ses collègues, il n'a pas à avoir son nom sur un article s'il n'a pas contribué au développement intellectuel de l'article. Donc, je ne sais pas si, Kokou, si ça répond à votre question. C'est une réponse un peu longue, mais ça me permet en même temps de vous rendre compte et de vous instruire aussi de ces règles d'éthique-là qui sont très surveillées dans les revues comme la nôtre. Merci. Ben, c'est bon, ça répond à mon inquiétude. Ça va même au-delà. Donc, merci beaucoup. Merci. Et merci pour l'initiative aussi. Merci. Et félicitations. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions des collègues? Peut-être avant que quelqu'un d'autre me pose des questions. Tout à l'heure, on posait la question sur les méta-analyses. Donc, en fait, je voulais juste préciser qu'il y a des articles qui ont été publiés qui ne sont pas nécessairement des méta-analyses, mais des revues, des revues systématiques de littérature. Et il y a principalement 2 qui, moi, me paraissent très intéressants. Je vais peut-être mettre les liens. Ce sont des articles en anglais. Il y a un article qui a été publié par Amoa en 2016 et il y a un autre article publié en 2018, je pense, par Hans Kolk et Rivera Santos, donc qui sont des revues de littérature systématique plus ou moins, mais ça, ce n'est pas sur l'entrepreneuriat seulement, c'est dans le domaine vaste de la gestion, globalement pour, en fait, parler de l'état de la recherche en gestion en Afrique. Donc, ça peut peut-être permettre à les personnes de jeter un coup d'œil et je peux mettre les liens peut-être
pour ceux qui voudraient. Et tu ne veux pas te citer toi-même parmi ceux qui ont fait une revue systématique aussi? C'est un autre article aussi à mettre, et surtout que ça a l'avantage d'être en français. Biliaminou, ce serait bien de mettre ça dans les messages, dans le chat, comme ça peut-être ce serait déjà un premier partage du document. Biliaminou, je disais, il ne faut pas aussi oublier le papier fait en français aussi sur ça. D'accord, il faut que je le retrouve celui-là. Franklin Jimta. Oui, merci. Est-ce que vous me recevez? Oui. Ok, c'est Jimta Franklin. Depuis le Tchad, je suis doctorant en sciences de gestion. Je vais d'abord, avant de partager ma préoccupation, revenir à la suite de la proposition du frère Crispin, qui déjà fait une proposition en ce qui concerne des travaux en collaboration. J'ai également écouté avec attention le retour de Birahim Gueye quant à la mise en place d'une liste de tous les inscrits. C'est déjà un bon début, mais moi, ce que j'aimerais ajouter comme une proposition, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller au-delà de la simple liste de tous les inscrits, de mettre sur pied une plateforme qui fera ressortir à la fois les auteurs et le sujet sur lequel ils seraient entre-temps en train de travailler. Cela permettra aux uns et aux autres, suivant les concepts. Par exemple, si une personne de la diaspora qui travaille sur un même concept que moi, je peux essayer d'échanger avec cette dernière pour voir dans quelle mesure non seulement nous lancer dans une co-rédaction, mais je peux aussi, compte tenu de ses propres expériences, essayer d'enrichir ma revue de la littérature. Donc, si on peut juste avoir ce genre de plateforme avec les auteurs, leur localisation géographique, leur thème de manière générale, question d'avoir une idée qui traite de tel ou tel concept. C'est juste une proposition. Mais autre chose, j'ai pris également le train en marche, je ne sais pas si la question a été déjà posée, c'est juste une préoccupation quant au format du manuscrit. Est-ce que c'est un format orienté beaucoup plus vers l'approche théorique, parce que là, on est en train de parler d'imaginaire, ou bien c'est une approche, un format orienté empirique, ou les deux à la fois? Merci. Merci. Je pense que par rapport à la première préoccupation, oui, c'est sûr que ce serait bien d'avoir une plateforme qui fait la recension des spécialités des uns et des autres, des thèmes de recherche portés par les uns et les autres, et favoriser la possibilité que les gens collaborent. Pour l'instant, on n'avait pas du tout réfléchi à cette perspective, mais le fait que ça sorte des discussions nous amène à y penser et voir qu'est-ce qui serait possible de faire. On va y réfléchir dans le cadre du comité et voir comment éventuellement faciliter. Encore une fois, je pense que la collaboration, c'est une affaire de personnes. C'est vraiment une action individuelle. Chacun va chercher à collaborer avec d'autres parce qu'on a des intérêts communs ou des champs communs. Mais si, à travers la mise en place d'une base de données, d'un groupe ou d'un forum, les gens se découvrent des intérêts de collaborer, pourquoi pas? Et je pense qu'on peut démarrer cela à travers cette plateforme. Donc, on va continuer la réflexion et éventuellement vous revenir sur cette question-là. Par rapport à la deuxième question, José va réagir dessus, hein, mais d'emblée, je peux dire que nous souhaitons, dans le format des articles académiquement acceptables,
scientifiquement acceptables, proposer des travaux novateurs, neufs, sources de contribution à la connaissance et qui permettent de voir d'une autre manière l'Afrique par l'entrepreneuriat et grâce à l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu ce que nous attendons, mais c'est d'abord des articles résolument orientés dans les critères de la science, parce que ça, c'est un élément aussi fondamental qu'il faut intégrer. Voilà un peu ce que je peux donner comme élément en laissant à José peut-être réagir par rapport à cette deuxième question. Micro, José. En fait, les articles sont pour la plupart empiriques. Donc, il y a effectivement des données empiriques qui viennent soutenir la problématique et les questions. On a quelques articles théoriques, mais il faut comprendre, pour faire un article théorique, c'est quand même une importante recension de littérature, mais il faut qu'il y ait aussi un avancement des connaissances. Donc, assez souvent, on va demander dans un article qui serait purement théorique de proposer des avenues de recherche, de proposer des orientations, d'inviter les chercheurs à se diriger vers tel sujet plutôt que tel autre pour justement enrichir. Donc, c'est un travail qui est, je dirais, qui est très costaud, qui est vraiment très, très important, qui est très lourd de faire un article théorique. Mais la tendance à la revue PME est plutôt vers des articles empiriques. Et encore ici, les articles empiriques, ça peut être des études de cas uniques, ça peut être des études avec des bases de données avec des dizaines de milliers de répondants. Donc, on n'a aucune position particulière on ne valorise aucune position. OK? Donc, c'est à l'auteur à choisir la méthode. J'aimerais peut-être aussi revenir sur sur ce besoin-là de collaboration. En fait, l'Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME est un lieu quand même de collaboration, d'échange. Il y a le congrès qui se tient aux 2 ans. Il y a la revue qui est publiée à 19 articles par année, donc 3 numéros depuis 35 ans. Et il y a aussi, on a de plus en plus de webinaires, on a de plus en plus d'échanges justement avec nos lecteurs, les auteurs, les évaluateurs, toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, ça fait partie aussi des façons de trouver, comme je pense que c'est important ce que Birahim dit, a rappelé à quelques fois, c'est que une collaboration de recherche, c'est pas quelque chose qu'on déclare, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Ça prend de la confiance, ça prend du respect, ça prend du partage de valeurs et ainsi de suite. Et une bonne façon d'identifier nos collaborateurs, c'est notamment dans les congrès des associations. Donc, vous avez l'occasion d'avoir celui du Sénégal au mois de décembre. Donc, il faut participer à ces événements-là pour être capable de voir qui sont les autres personnes qui peuvent être intéressantes pour vous, évidemment, sur le plan de la carrière, pour pouvoir, avec qui vous aimeriez collaborer. Donc, il y a de multiples façons de démarrer des collaborations, puis, mais ça nous engage personnellement aussi dans des actions. Donc, il faut faire des actions. Ça répond à vos questions, Franklin? Oui, merci. Je suis parfaitement satisfait. Hein. Merci pour vos retours. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou réactions? José, s'il n'y a pas d'autres réactions, je pense qu'on peut conclure aussi, peut-être par vous déjà et puis par nous ensuite. En fait, c'est oui. Moi, je pense que toutes les questions qui ont été posées, les éléments de discussion sont tout à fait conformes à ce que je retrouve dans ce type d'événement-là. Donc, il y a des préoccupations sur les sujets, les objets de recherche, les formes, le processus. Ce sont des préoccupations qui sont tout à fait légitimes. Et donc, s'intégrer dans un processus de publication scientifique, ça va vous aider aussi à développer les compétences dans le domaine parce que c'est encore une compétence
compétences à acquérir. Oui, on est habitué, quand on fait un doctorat, on produit de la connaissance, mais l'étape suivante, c'est de la diffuser, cette connaissance-là. Et il faut connaître justement les différents outils ou les différents médiums de diffusion. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'on a une belle équipe avec Birahim, Angélique, Biramianou, puis pour pouvoir faire de ce numéro-là un succès, mais ça va prendre des auteurs et ça va être votre rôle à tous et à toutes de contribuer à ce numéro-là. Alors, moi, pour ma part, j'ai hâte de vous lire, simplement. Alors, je retourne la parole à mes collègues. Angélique? Bon, surtout remercier tous les participants hein, de nous avoir rejoints. Comme l'a dit José, on a beaucoup d'espoir. C'est un appel qui nous tenait à cœur, un numéro qui derrière, on l'espère, va susciter beaucoup d'envie de contribuer, de questionnement. Et voilà, comme on dit, la machine est lancée, hein, donc aux intentions et puis peut-être à une présence au colloque et enfin à une belle contribution avec un papier complet. Merci encore. Merci José, hein, vraiment pour l'accompagnement, Birahim, Bilyaminou et tout le reste de l'équipe. Merci. Bilyaminou? Merci encore. Et puis après, dire aussi que, voilà, comme on a dit, que les gens se sentent, que chacun se sent libre de faire des propositions qui dépassent souvent le cadre de ce qu'on a l'habitude de voir, mais avec une contribution substantielle comme l'a rappelé Joseph. Donc voilà, et merci encore. Merci. En fait, pour ma part, j'aimerais juste insister sur le fait que nous voulons, à travers ce numéro, offrir aux lecteurs de la revue RIPM, mais plus largement, des propositions qui permettent d'avoir une idée beaucoup plus précise et beaucoup plus complète de l'entrepreneuriat en Afrique. Et cela en passant par des ancrages théoriques révolutionnaires, entre guillemets, qui passent par des méthodologies très ambitieuses, qui passent par une volonté d'aller au-delà de ce qui est considéré comme la littérature africaine en management de manière générale et en entrepreneuriat de manière spécifique, et qui puisse offrir à la communauté scientifique mondiale de nouvelles avenues de recherche. Notre espoir, c'est de voir des aspects totalement enfouis dans la culture africaine ressortir pour permettre d'alimenter la littérature et pourquoi pas y trouver les idées de ce qui va constituer les axes majeurs de la recherche en entrepreneuriat dans les 10, 15, 20 prochaines années. C'est ça l'ambition. Nous souhaitons partager cette ambition avec tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et tous ceux qui sont intéressés par ce numéro spécial. En tout cas, ne vous sentez pas limité par une posture épistémologique, par une démarche méthodologique ou par des ancrages théoriques. Laissez-vous libre de questionner votre curiosité intellectuelle, votre sens de l'initiative et voilà, faites-le dans le respect des règles de la science, mais soyez audacieux. C'est vraiment sur ces mots-là que j'aimerais terminer tout en vous remerciant d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir montré de l'intérêt. Nous, ça nous rassure parce que le fait de voir que les gens sont intéressés par le numéro spécial, ça nous donne l'espoir d'avoir beaucoup de contributions et de pouvoir faire un très, très bon numéro. Merci à tous.